Bonsoir, très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, canadiens, américains, tous les amis qui ont l'habitude de nous suivre partout à travers le monde entier. Nous vous disons une bonne soirée, sinon même une bonne nuit pour ceux qui sont au Canada et aux États-Unis, et éventuellement une bonne nuit aussi pour ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique. Nous sommes au 22 août 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon, nous allons se partager quelques informations. Le G7 commence dans 2 jours, donc c'est samedi, ce samedi qui vient que le G7 va commencer. Ça va se passer à Biarritz, en France. Et le G7 va commencer avec certainement des rencontres. On va traiter des problèmes du monde entier. De l'autre côté, nous sommes en train de regarder la forêt amazonienne qui est en train de brûler. Bonsoir mon frère Boté, parle de Sylvain Senda. La lavé, hein? Il fait tard là-bas en France. Bon voilà, donc nous sommes tous en train de regarder ce qui est en train de se passer avec la forêt amazonienne qui brûle. On parle quasiment aujourd'hui plus de 8% de la forêt qui brûle. Et bon, il y a plusieurs raisons, nous n'allons pas rentrer dans des raisons pour éviter de se faire fustiger. Bon, tout simplement, nous devons connaître l'importance de la forêt amazonienne, pour le monde entier. La forêt amazonienne représente le premier poumon de la planète. Éventuellement, c'est une grande forêt et nous savons que l'arbre, d'une manière générale, génère de l'oxygène pendant la journée et génère le gaz carbonique pendant la nuit. Et donc, l'oxygène, c'est ce qui nous fait vivre, les humains. La planète a 2 poumons. Il y a la forêt amazonienne et la forêt équatoriale, ce que nous avons l'habitude d'appeler les forêts du bassin du Congo. Nous connaissons ce qui est en train de se passer avec l'Amazonie, l'exploitation forestière, l'agriculture à grande échelle, éventuellement toutes les activités liées au bois, au déboisage, en coupe et ainsi de suite. Et donc, la forêt amazonienne est en train de se rétrécir au fur et à mesure que nous évoluons dans le temps, parce que l'activité économique de l'homme fait qu'on est en train de sectionner le premier poumon mondial. Donc, entre la forêt amazonienne et la forêt du bassin du Congo, ce que nous appelons la forêt équatoriale, toutes les 2 forêts représentent quasiment 40%, on peut dire, de l'oxygène mondial. Donc vous voyez que c'est très important. Si la forêt amazonienne est en train de brûler, si la forêt amazonienne est en train de perdre ses écosystèmes liés à l'activité de l'homme, il va falloir donc que le monde entier essaie de regarder le 2e poumon, qui est donc la forêt équatoriale, donc qui se retrouve dans cette partie des 6 États que nous appelons les bassins du Congo ici. Éventuellement les 6 États, il y a le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, la RCA, la République démocratique du Congo, le Gabon. Vous voyez, chers amis. Donc, on ne peut pas se permettre de perdre les écosystèmes dans ces 2 zones. Donc, il faut faire un effort pour pouvoir protéger l'écosystème, l'unique, parce que les chercheurs nous sont en train de nous démontrer que aujourd'hui, l'avenir de l'humanité se retrouve au niveau de la forêt équatoriale, donc dans le bassin du Congo. Si les écosystèmes se détruisent, ce qui revient à dire que l'humanité se dirige vers la perdition, parce que de l'autre côté, la forêt amazonienne est en train de se rétrécir. Donc il va falloir que l'humanité s'active au moins pour protéger les écosystèmes. Au Congo, nous avons
ce que nous appelons entre ces deux nations, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo, les chercheurs au niveau du monde entier ont découvert quasiment 145 000 km² de ce que nous appelons les tourbières. Les tourbières, c'est un filtre naturel qui absorbe le gaz carbonique dans l'air. Donc simplement, retire le gaz carbonique de l'air, donc diminue le réchauffement climatique. Et là, nous avons Sassou Nguesso qui se décide donc d'aller toucher aux tourbières parce qu'il veut vouloir exploiter les hydrocarbures au nom, entre guillemets, soi-disant, de développement économique du Congo. Alors que nous savons que le pétrole qui se retrouve en onshore dans les secteurs du Kwilu ou en offshore dans les secteurs du Kwilu sont vendus par le régime Sassou qui récupère du cash avant même que ce pétrole ne soit extirpé sous sol. Donc nous voyons que l'exploitation des tourbières liées à l'activité des hydrocarbures, à la production pétrolière, ne va jamais bénéficier le développement du Congo d'une manière générale, ne va jamais bénéficier les Congolais d'une manière générale. Donc on ne peut pas parler de l'exploitation de tourbières pour le développement du Congo ou pour l'activité économique du Congo, mais simplement pour l'activité économique d'une famille, d'un individu, d'un clan qui est le clan Sassou. Donc pour ce faire, les Nations Unies se sont engagées lors de la COP 22 à Marrakech au Maroc pour protéger toutes les zones qui ont des écosystèmes, pour protéger la biodiversité. La zone couvrant aujourd'hui les tourbières, ce sont des zones très inondées où on retrouve des écosystèmes très riches, où les chercheurs du monde entier partent chercher tout ce qui sont des substances nous permettant d'obtenir les médicaments. Donc vous voyez que les Nations Unies qui se sont engagées à protéger ces zones sont en train donc de vouloir laisser Sassou Nguesso détruire encore l'unique écosystème, donc l'avenir du monde qui nous reste, qui se retrouve au niveau de l'Afrique, au niveau de la forêt du bassin du Congo. Voilà pourquoi nous demandons aux leaders du monde entier qui vont se regrouper lors de ce G7 qui va commencer ce samedi à Biarritz en France, de regarder le cas Sassou Nguesso, parce qu'il ne va pas falloir que Sassou Nguesso puisse mettre l'avenir de l'humanité en péril en partant toucher les écosystèmes, en partant toucher les tourbières, en partant exploiter les hydrocarbures qui sont au niveau des zones des tourbières. Comme déjà l'a dit le Premier ministre du Canada, son Excellence Justin Trudeau, lors de son discours qu'il a prononcé hier au Conseil des relations internationales de Montréal, discours au cours duquel le Premier ministre du Canada a montré la vision du Canada. Et donc, nous voyons dans ce discours un discours fort d'un leader, un discours qui pourra donc bouger les cartes au niveau de ce G7. Nous demandons donc que son Excellence M. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, puisse donc jouer de tout son rôle pour pouvoir empêcher Sassou Nguesso d'aller toucher les écosystèmes au niveau de la forêt du bassin du Congo. Une façon de pouvoir préserver les écosystèmes du moment où nous sommes en perte de vitesse des écosystèmes au niveau de la forêt amazonienne. Et l'unique poumon qui aujourd'hui nous avons encore l'entièreté des écosystèmes, c'est éventuellement la forêt du bassin du Congo. Donc nous demandons que le Canada, qui s'est engagé énormément à protéger l'environnement, à renforcer tous les accords qui ont été signés lors de la COP 22 à Marrakech, qui consistaient à protéger les écosystèmes. COP 22 au cours duquel Sassou Nguesso s'était engagé à protéger ces zones de tourbières, mais qui aujourd'hui joue au volte-face en menant des entreprises chinoises pour aller commencer à pouvoir afforer toutes ces zones pour ressortir des hydrocarbures. Ce qu'il faut aussi signaler au monde entier, c'est que nous sommes dans des milieux très inondés, et dans ces milieux très inondés ici,
nous avons quasiment les grandes rivières en partant du bassin du Congo. Toutes ces rivières qui, aujourd'hui, qui sont ralliées au fleuve Congo, qui représentent l'épine dorsale du système hydrologique au niveau d'Afrique centrale, c'est cela qui est la vérité. Si l'exploitation des hydrocarbures au niveau de toute cette zone de tourbière arrivait à une forte taux de pollution, nous allons nous arriver à l'empoisonnement, à l'empoisonnement général de toutes les eaux au niveau de la sous-région. Éventuellement, nous allons parler du fleuve Congo qui prend ses origines dans les Kasaï au niveau de la République démocratique du Congo. Donc nous allons polluer les eaux de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est une nation qui a quasiment plus de 60 millions d'habitants qui vivent, et la plus grande partie des populations vivent au niveau autour des cours d'eau. Vous voyez que toutes ces eaux vont être affectées et ça va donc entraîner ce que nous appelons la destruction de tous ces réseaux hydrauliques. Les cours d'eau, les eaux qui sont attachées au fleuve Congo, partent aussi en République centrafricaine. Il y a une partie qui va jusqu'au Cameroun, jusqu'au bassin du lac Tchad. Oui, chers amis. Donc, si l'exploitation des tourbières que Sassou Denis vient d'entamer arrivait à polluer les eaux, vous voyez que cette pollution ne va pas simplement s'arrêter au niveau du Congo-Brazzaville, mais ça va avoir des impacts énormes au niveau de la République centrafricaine, au niveau du Cameroun, jusqu'à pouvoir polluer les eaux au niveau du bassin de lac Tchad. Nous connaissons les populations autour du bassin de lac Tchad qui vivent de l'eau du bassin du lac Tchad, c'est autour de 40 millions, vous voyez, et avec les prédictions des augmentations des populations mondiales qui parlent du double des populations pour l'Afrique jusqu'en 2050, vous voyez que des populations qui dépendent des eaux du bassin du fleuve Congo, ils sont autour de plus de 100 millions, vous voyez, chers amis. Donc, nous allons arriver à une situation généralisée de crise mondiale créée par un individu assoiffé d'argent qui était déjà incapable de régler les problèmes, régler les richesses liées à l'exploitation des hydrocarbures dans les zones offshore, donc en haute mer. Donc nous demandons donc aux leaders mondiaux qui vont se réunir au sommet du G7 à partir de ce samedi à Biarritz d'arrêter net ce projet de Sassou, sinon prendre d'énormes décisions pour pouvoir déstabiliser cet homme qui a que des intentions de détruire l'avenir de l'humanité. Permettez-nous donc de vous faire jouer ce petit extrait que nous avons pu retirer de la vidéo du Premier ministre du Canada, discours au cours duquel il a tenu hier au Conseil de relations internationales de Montréal, un discours fort que nous avons simplement retiré quelques extraits et nous allons voir dans ce discours le partenariat que le Canada donne à toutes ces nations qui sont à la recherche des démocraties, et nous allons donc regarder comment le Premier ministre du Canada l'a dit ici. On doit faire plus pour faire avancer nos intérêts et notre place dans le monde. On doit trouver des façons de mettre le savoir-faire canadien à la disposition des pays qui cherchent à devenir des démocraties, à faire avancer la justice et à établir des gouvernements plus forts, plus transparents et meilleurs. On devrait se tenir côte à côte avec ceux qui risquent leur vie pour défendre la démocratie et la paix et être prêts à leur offrir refuge lorsqu'ils sont victimes de persécutions à l'étranger. On doit aussi faire plus pour aider les petites et moyennes entreprises canadiennes à exporter pour que tous les Canadiens puissent profiter des retombées du commerce international. As some step back from global leadership, we should work with others to mobilize international efforts, particularly by ensuring the most vulnerable and marginalized have access to the health and education they need. Mesdames et messieurs, dans 3 jours, les pays du G7 vont se réunir en France. L'état actuel de notre monde, ainsi que les préoccupations concernant l'économie mondiale, vont figurer en tête de notre ordre du jour. Mon message sera clair. Il faut bâtir un avenir où tout le monde peut profiter de la croissance économique et où on investit pour aider la classe moyenne.
Il faut continuer de travailler ensemble pour que les relations internationales et le commerce soient régis par des règles et des principes. Et il ne faut jamais oublier que la paix et la prospérité sont à portée de main lorsque les gouvernements écoutent et servent leurs concitoyens. C'est l'approche que le Canada a choisie. Donc ça c'est le message très fort, un message puissant du Premier ministre du Canada, son Excellence Justin Trudeau, discours qu'il a prononcé hier. L'entièreté du discours se retrouve sur notre mur Facebook. Nous avons donc pensé retirer cet extrait pour essayer de regarder le partenariat que le Canada est en train d'apporter à nous, le peuple congolais, et aussi à tous les pays africains qui sont aujourd'hui victimes des dictatures dans leurs États, ou, puisque nous savons aujourd'hui que le monde entier est en train d'accuser les leaders du G7, que ces leaders représentent le problème de l'avenir actuel du monde entier. Parce que les leaders du monde se sont beaucoup plus concentrés à travailler avec des multinationales qui, en réalité, ne déversent pas les dividendes au niveau de la société, d'une manière générale. Nous voyons beaucoup plus le paiement des taxes, donc des impôts, au niveau des sociétés. Pendant ce temps, ces leaders ne payent pas. Les multinationales s'enrichissent, les 1% continuent de s'enrichir, pendant que les 99% sont toujours dans la souffrance. Donc, le monde accuse les leaders d'aujourd'hui comme étant le problème. Nous osons croire qu'avec un discours pareil, la position du Canada est très claire. Vous avez entendu comme son Excellence M. Trudeau l'a dit. On va simplement essayer de regarder ensemble cette section, c'est ce que le Premier ministre du Canada venait de dire. On doit trouver une façon de mettre le savoir-faire canadien à la disposition de pays qui cherchent à devenir des démocraties, à faire avancer la justice et à établir les gouvernements plus forts, plus transparents et meilleurs. Ça, c'est une phrase très importante et ça, c'est la position du Canada. Donc, le peuple congolais est en train de chercher la démocratie. Beaucoup de pays en Afrique sont en train de chercher la démocratie. Parce que pour le moment, il n'y en a pas. Voilà pourquoi vous voyez, beaucoup de jeunes Africains se dirigent, prennent le chemin de la Méditerranée et que trouvent la mort en cours de route. Parce que, d'une manière générale, l'Occident a soutenu des dictateurs au pouvoir en Afrique. Des gens qu'on manipule, qui tourneront en acrobatie avec les constitutions de leurs États, des gens qui apportent de la répression, de la dictature, des gens qui volent les économies de leur nation. Et tout ça avec une forte impunité. Donc vous voyez que ces jeunes Africains aujourd'hui qui ont compris le message sont en train de chercher à installer des véritables démocraties en Afrique. Donc nous trouvons là, dans ce discours de son Excellence Justin Trudeau, comme un discours de partenariat pour tous les jeunes Africains qui sont en train de lutter pour installer véritablement la justice dans leurs États, pour installer des gouvernements forts, des lois fortes, pour pouvoir diriger l'Afrique, amener l'Afrique vers une nouvelle direction. Et aussi pour nous, le Congo-Brazzaville, dans ces discours du Premier ministre du Canada, nous voyons le partenariat que le Canada est en train de nous lancer, que nous pouvons compter sur le Canada dans notre lutte de pouvoir installer la démocratie au Congo, de pouvoir installer la justice, de pouvoir établir les meilleures conditions de gouvernance au Congo-Brazzaville. Donc vous voyez que ce discours, ça c'est la position du Canada. Donc nous osons croire que le Premier ministre du Canada va arriver à convaincre tous les autres leaders de G7 à endosser et à chasser les dictateurs de pouvoir, que aujourd'hui la nation qui soutient les dictateurs, c'est éventuellement la France qui est aussi membre du G7. Vous voyez. Et puis la France aujourd'hui sera la nation qui va recevoir ce G7, la nation qui a pris la présidence du G7. Donc nous osons croire que par ce sommet de G7 qui va commencer samedi, M. Emmanuel Macron, le président de la République de France,
prendra ses responsabilités face à ce déséquilibre que nous sommes en train de regarder pour dire non, il faut qu'on mette fin aux gens comme des gens comme des Sassou Denis qui ne font que rouler, détruire les économies en s'imposant au pouvoir, en piétinant sur la démocratie. Donc vous voyez que, et en passant, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est venu aujourd'hui au Canada pour rencontrer le Premier ministre du Canada. Donc nous osons croire que les Américains et les Canadiens parleront d'une seule voix pour demander à toutes ces nations qui soutiennent les dictateurs en Afrique, le cas aujourd'hui de Sassou Denis qui est soutenu par l'élite politique, l'élite militaire et l'élite d'affaires au niveau de la France, on est un exemple. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, si le Congo est en banqueroute, c'est parce que Sassou continue à recevoir le soutien d'une nation qui est une puissance militaire comme la France. Donc vous voyez que nous osons croire que ce discours du Premier ministre du Canada va arriver à convaincre ses amis du G7 pour mettre hors d'état de nuire des despotes africains qui pillent les économies. Je vais continuer donc à exploiter cette section que Son Excellence, M. Justin Trudeau, venait de lire, de présenter hier. On devrait se tenir côte à côte avec ceux qui risquent leur vie afin de défendre la démocratie et la paix. Vous voyez? Donc, nous, aujourd'hui, nous qui sommes donnés des indignés de la République du Congo, les résistants contre une dictature, nous trouvons là le partenariat au niveau du Canada. Parce que le Canada s'engage ici à nous protéger parce que nous voulons installer la démocratie, nous voulons installer la paix. La paix au Congo doit passer par des institutions fortes, une forte justice, et non par la répression militaire, et non par le pillage économique du Congo-Brazzaville. Donc vous voyez que ça, c'est un message fort que le Premier ministre du Canada est en train d'annoncer pour dire aux dictateurs, aux despotes, à tous ceux qui assurent la répression, la criminalité, le pillage et le vol dans leurs États, que le Canada ne sera jamais votre partenaire. Donc nous osons croire que ce discours fort que Son Excellence M. Trudeau venait de lire ou de dire devant ce comité des relations internationales de Montréal va avoir des effets à partir de la réunion de G7 qui va commencer ce samedi. Il dit « et être prêt à leur offrir refuge lorsqu'ils sont victimes des persécutions à l'étranger. » Donc vous voyez qu'aujourd'hui, tous ces amis qui sont au Congo sont des victimes. Il y a ceux qui sont en prison. Mokoko est victime. Donc le général Mokoko doit forcément recevoir le soutien du peuple canadien, le soutien du Premier ministre du Canada. Les Okombi, tout ce monde sont des victimes. Le peuple congolais est victime et subit des persécutions, des persécutions. Donc vous voyez que nous demandons donc au Canada d'utiliser tout son poids pour assister, accompagner le peuple congolais à sortir de cette dictature. Je vais continuer à lire. On doit aussi faire pour aider les petites et moyennes entreprises canadiennes à exporter pour que tous les Canadiens puissent profiter des retombées du commerce international. L'Afrique demeure un champ inexploité parce que la plupart des grandes nations ne voient que la Chine, le business des affaires. Mais vous voyez que si l'Afrique peut se libérer de la dictature, c'est-à-dire que nous avons des régimes de transparence où le commerce peut se faire d'une manière claire, vous voyez que ça va aussi profiter à plusieurs entreprises, non pas seulement canadiennes, mais toutes les entreprises qui veulent faire de business en Afrique. N'oubliez pas, nous devons se rendre compte que la population africaine va doubler, donc ça représente un marché économique, un marché de la consommation. L'Afrique va devenir un marché de la consommation. Donc là, ça sera des opportunités de commerce pour des grandes entreprises, pour des grandes nations. On va trouver là où on peut aller faire des chiffres d'affaires en Afrique. Mais il va falloir d'abord créer ce climat de confiance. Le climat de confiance ne peut que s'établir, premièrement, avec des gouvernements qui sont transparents, avec des régimes qui fonctionnent avec une justice bien établie, des lois qui sont appliquées. Or, en ce moment, les entreprises qui vont
essaient de se lancer dans ce chemin sont obligés de rentrer aussi dans le monde de la corruption. Or, le monde de la corruption ne peut jamais faire avancer les entreprises. Le profit ne sera jamais là. La confiance des investisseurs ne sera jamais là. Vous voyez, chers amis. Or, dans une situation où nous avons la démocratie installée, la loi est appliquée, personne n'est au-dessus de la loi, tout le monde peut aller faire son commerce et nous allons donc parler ici des business gagnant-gagnant. Vous voyez que du moment où l'Afrique va demeurer dans la dictature, il n'y aura pas d'opportunité d'affaires pour les entreprises du monde entier en Afrique, alors que le marché africain demeure un marché complètement vierge, on peut le dire, parce que ça sera un monde de la consommation et toutes ces entreprises, par exemple les entreprises canadiennes, qui sont beaucoup développées dans le domaine de la nourriture, dans le domaine technologique, vont donc faire beaucoup de chiffres d'affaires parce que l'Afrique va demeurer un marché de la consommation. Donc vous voyez que le G7 qui va commencer samedi doit regarder en réalité notre lutte à nous, ces jeunes ressortants d'Afrique, qui veulent voir l'Afrique comme un peu l'Occident pour essayer de faire bouger et de décoller l'Afrique en partenariat, parce que l'Afrique ne peut jamais développer seule. C'est ça qui est la vérité. Hein? On ne pourra jamais se développer seul. Il va falloir toujours que nous travaillions en partenariat avec l'Occident. C'est ça qui est la vérité, malheureusement. Hein? Les Chinois se sont développés parce qu'ils ont aussi travaillé avec l'Occident. Il y a plusieurs entreprises occidentales en Chine. Et c'est cela que les Chinois ont fait pour arriver au niveau où tout le monde est en train d'acclamer. Donc on le dit, tant qu'il n'y aura pas la démocratie, il n'y aura pas des opportunités pour les entreprises en Occident. Et c'est ça notre combat. Parce que nous voulons que l'Afrique soit un grand marché et que ce marché ne profite non pas seulement aux dictateurs, à ceux-là qui sont dans des réseaux de mafia, mais ça profite à toutes les populations, ça profite à toutes les entreprises. Et en ce moment-là, on peut parler des relations gagnantes-gagnantes. Il dit, dans 3 jours, les pays du G7 vont se réunir en France. L'état actuel de notre monde, ainsi que les préoccupations concernant l'économie mondiale, vont figurer en tête de notre ordre du jour. Donc vous voyez que l'économie mondiale va figurer, ça sera en première position de leur ordre du jour. L'économie mondiale veut simplement dire que nous voulons avoir une Afrique qui fonctionne avec une économie qui fonctionne. Nous voulons éliminer la corruption. Nous voulons avoir la transparence. Il s'agit ici de dire que nous n'allons pas continuer toutefois à aider des régimes dictatoriaux, des gens qui sont dans le flou, des gens qui volent l'argent de leur pays. Donc, nous demandons aux leaders du monde qui vont se réunir à G7 de fermer les valves à toute la corruption, éventuellement les préfinancements sur tout ce qui est lié au pétrole, tout ce qui est lié aux mines, des fonds africains qui sont extirpés, volés, cachés dans les paradis fiscaux, les biens mal acquis, vous voyez, chers amis. Et tout ça, ça ne permet pas à l'Afrique. Aujourd'hui, bien sûr que nous allons parler du cas Sassou, est reconnu avec tous ces biens mal acquis, l'argent dans les paradis fiscaux, les gens sont connus, son fils, Denis Christel, aujourd'hui que nous connaissons, avec le tout dernier scandale qui venait de se faire, avec la fille de Sassou, Denis Christel avec 50 millions de dollars, qui représente une affaire de 30 milliards de francs CFA, dans un pays où les habitants vivent avec moins d'$1, c'est une fortune qui permet le développement du Congo. Un individu à un seul ne peut pas arriver à voler ce genre d'argent, ces grosses quantités d'argent, et à être libre. Oui, chers amis. Voilà pourquoi nous demandons aux leaders de regarder cela. Et c'est comme ça que nous aussi, nous allons profiter. Il dit, mon message sera clair. Hein, ça, c'est ce que son Excellence Justin Trudeau est en train de dire. Mon message sera clair. Il faut bâtir un avenir où tout le monde peut profiter de la croissance économique. Nous, les Africains, nous ne profitons pas de cette croissance économique parce que nous sommes victimes du vol, du pillage, nous sommes victimes des répressions, nous sommes victimes de manque de démocratie. Parce que quand il y a manque de démocratie, il y a manque de transparence, il y a l'installation d'une mafia, il y a l'installation du vol, il y a l'installation de l'impunité. Et là, il y a des crimes qui peuvent se répéter et les Africains perdent. Voilà pourquoi nous demandons, si le message du Premier ministre du Canada est très clair, que cette croissance mondiale puisse profiter, parce que pour nous, en Afrique, la croissance signifie nous avons des emplois, nous avons des écoles, nous avons des boulots,
nous avons quasiment des conditions qui nous permettent de se soigner, des conditions qui nous permettent de pouvoir élever nos enfants. Et nous ne pouvons pas le faire seuls parce que nous faisons face aux gens qui sont hyper armés, des gens qui n'hésitent pas de tirer à balles réelles sur les populations. Le cas de Sassou est connu, il tire à balles réelles à tout moment sur les populations. Mais le monde entier le déroule le tapis rouge. Et nous demandons aux leaders du monde entier de regarder cette affaire de Sassou Nguesso, de mettre fin à ce régime à plus de 40 ans, qui est en train d'apporter le deuil et la souffrance du peuple du Congo, que ce sommet de Biarritz soit le sommet de ce sommet décisif qui va apporter le grand changement, éventuellement shifter l'ordre mondial qui consistait à protéger les dictateurs et les despotes en Afrique. Éventuellement, nous voulons parler ici le cas du Congo-Brazzaville. On peut aussi regarder le cas du Gabon aujourd'hui avec un président, avec un état de santé complètement déréglé, l'homme qui a perdu des facultés de santé, mais qui est en train de forcer à pouvoir gouverner un État comme le Gabon. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et nous demandons au monde entier d'assister les Africains. Tous nous sommes des humains, donc vous devez nous aider. Je continue, il dit ceci, et on investit pour aider la classe moyenne. Il faut continuer de travailler ensemble pour que les relations internationales et le commerce mondial soient régis par des règles et des principes. Éventuellement, c'est ce que nous voulons. Nous connaissons ce qui est en train de se passer dans un petit État qui dépend quasiment du pétrole, qui est le Congo-Brazzaville. Nous connaissons aujourd'hui que le pétrole est bazardé. Sassou vend le pétrole avant même que le pétrole ne sorte du sous-sol. Il le récupère son cash. Et le cash ne aide pas le peuple congolais. Le bois qui est coupé, qui est coupé à grande vitesse, où les gens récupèrent de l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. Or, si le commerce mondial est réglementé, s'il y a le respect des principes, on renforce les lois, nous pensons que ce genre de vol et de mafia ne pourra plus continuer à se faire. Je vais encore continuer de lire. Il ne faut jamais oublier que la paix et la prospérité sont à la portée des mains lorsque les gouvernements écoutent et servent leurs concitoyens. Ça, c'est une phrase très importante que son Excellence Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, a prononcée. Et je pensais que c'était vraiment très utile. Il vient là encore de rappeler au monde entier que simplement, la paix n'est pas simplement l'absence de guerre. Hein? La paix, c'est aussi le bon vivre ensemble. La paix, c'est aussi partager la richesse nationale. Et ça, le Canada le rappelle au monde entier. Vous voyez? Donc, il le rappelle à Sassou Denis qui vient très souvent nous prononcer la paix, la paix, la paix. Mais pendant ce temps, il vole l'argent du Congo seul, avec sa famille. Le Congolais manque de tout. Hein? Et il vient nous le dire. Il ne faut jamais oublier que la paix et la prospérité sont à la portée des mains lorsque le gouvernement écoute et servent leurs concitoyens. Chez nous, au Congo, ce n'est pas le cas. Dans plusieurs Africains, ce n'est pas le cas. Les gouvernements viennent se servir dans la caisse de l'État. Le peuple est pauvre. Les services de base sont totalement absents. Le citoyen, le concitoyen est abandonné à lui-même. Voilà pourquoi nous demandons que ces leaders qui vont se retrouver au G7 puissent regarder cette affaire de l'Afrique. Il s'agit ici de changer les régimes dictatoriaux, des régimes qui, plus de 40 ans de pouvoir, le Congo-Brazzaville, ça a plus de 40 ans de pouvoir, mais le pays n'a jamais avancé d'un iota. Donc nous demandons à tous ces leaders du monde entier, ce n'est pas pour rien que vous êtes leader. Vous n'êtes pas seulement le leader de votre nation, vous êtes les leaders du monde entier. Donc écoutez cette voix, la voix des jeunes Africains qui vous supplient tous les jours, qui crient tous les jours, qui vous parlent tous les jours de venir nous aider. Nous n'avons plus besoin des dictateurs, des despotes, ceux-là qui pillent, ceux-là qui tuent, ceux-là qui n'aident pas leurs États. Il dit, c'est l'approche que le Canada a choisie. Donc vous voyez que la position du Canada est très claire. Donc le Canada va à ce sommet de G7 avec une position très claire. La position qui est le partage des richesses au niveau du monde entier, c'est de supporter tous ces États qui sont à la recherche des démocraties, de ces États qui veulent installer la paix, qui veulent renforcer la justice, qui veulent renforcer les lois. Et donc, vous voyez que dans ce discours du Premier ministre du Canada, nous, étant jeunes du Congo-Brazzaville,
ressortant d'Afrique, nous trouvons là, dans ces discours, allez-y regarder, tout le contenu est là, un discours qui nous supporte, un discours qui nous soutient, un discours qui nous accompagne, dans notre lutte. Donc nous osons croire que ce sommet de G7 qui va commencer ce samedi à Biarritz, que la position du Canada va arriver à entraîner les Américains dans le bateau, va entraîner les Allemands dans le bateau, va entraîner les Français dans le bateau, va entraîner les Japonais dans le bateau, va entraîner tous ceux-là qui viendront à ce sommet-là pour que le monde entier puisse établir un nouveau ordre mondial qui est la fin des régimes dictatoriaux en Afrique, la fin des dictateurs. Et il ne s'agit pas simplement de mettre la fin à ce régime, mais en réalité que le pouvoir revienne aux mains des civils et qu'il y ait la transparence. Et puis éventuellement, ces dictateurs ne vont pas s'échapper de cette façon. Vous voyez que, chers amis, que nous sommes en train de regarder que c'est du partenariat. Pour le Canada demeure aujourd'hui le partenaire par rapport à ce discours parce que son Excellence Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, l'a dit d'une manière claire que c'est ça la position du Canada. Donc la position du Canada est claire. On va essayer de convaincre les autres à adhérer. Et nous, au Congo-Brazzaville, nous demandons que cela soit, que ce changement se fasse le plus rapidement possible. Nous ne sommes pas contre les Français. Nous ne sommes pas contre les Français. C'est ce que les leaders politiques français doivent savoir. C'est ce que les leaders du domaine du business économique de la France doivent savoir. Il s'agit ici de rétablir le véritable contact, parce qu'il faut dire que la génération Sassou a échoué sur tout le plan, essayer de regarder avec la nouvelle vision de la jeunesse, comment ensemble on peut travailler pour faire avancer les choses. On a toujours dit que le Congo ne va jamais décoller seul, il faut des partenaires. Il faut que des partenaires viennent avec du capital. C'est ça qui est la réalité. Nous avons de la richesse, mais il va falloir que cette richesse soit cadrée par une certaine intelligence des jeunes Congolais qui ont une vision pour le pays. Et nous sommes là, ces interlocuteurs-là, ces nouveaux interlocuteurs, que nous pouvons se mettre ensemble sur une table, regarder les conditions, les avantages de tout un chacun pour faire avancer le Congo-Brazzaville ou pour faire avancer l'Afrique. Voilà pourquoi nous vous demandons. Il s'agit ici de mettre terme au régime Sassou. Et puis, nous avons toujours dit que nous ne sommes pas là à amnistier des gens. Nous voulons une justice équitable. Nous sommes pour le principe de la tolérance zéro. Sassou va s'exprimer devant la justice dans tout ce qu'il a commis. Et donc, nous vous demandons de nous accompagner pour que nous puissions arriver à une transition apaisée au Congo-Brazzaville dans la justice. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'une transition apaisée pour blanchir des gens, mais dans la justice et puis dans le droit. Voilà, donc on le dit encore, chers amis, quand vous êtes en train de regarder l'Amazonie qui brûle, l'exploitation des tourbières vont affecter plusieurs rivières que nous sommes en train de regarder le fleuve Congo, même si nous partons de la Likwala aux herbes, de Mosaka, de la Lima, du Kouyou, de l'Ankeni, de la Lefini, de la Bwenza, du Niari, jusque dans le Kwilu. Toutes ces eaux vont être affectées. Toutes ces eaux vont être affectées. Souvenez-vous que la pollution dans toute cette zone, ça va détruire la vie de toutes les populations. Souvenez-vous qu'une grande partie des populations au nord du Congo ne vivent vraiment de l'activité liée à tout ce qui est de l'eau, donc de la pêche, de l'agriculture, ainsi de suite. Donc, si vous détruisez les eaux, alors ces populations-là iront vivre où? Et ça va affecter non pas seulement le Congo, mais les populations de la sous-région. Donc il va falloir que, par ce plan, que Sassou qui a échoué, qui veut donc vouloir niquer l'humanité, pour dire, bon, comme nous avons demandé des fonds, de l'argent au Fonds monétaire international, nous avons seulement eu une graine d'arachide, bon, nous avons des problèmes économiques, nous allons donc tourner le dos à tous les accords que nous avons signés, nous devons donc aller exploiter des tourbières. En tout cas, nous, le peuple congolais, la jeunesse congolaise, nous disons non, pas question, il ne s'agit pas ici de dévaliser le sous-sol congolais par un homme qui a échoué sur tout le plan, un homme qui n'a jamais pensé diversifier l'économie, qui n'a compté que sur le pétrole, et là, il continue de compter sur le pétrole, alors que le monde entier se dirige vers des sources, vers des ressources naturelles, renouvelables aujourd'hui. Donc, le pétrole ne représente plus l'avenir de demain. Et donc, nous ne pouvons
pouvons pas accepter qu'un homme qui est quasiment mourant puisse nous dévaliser tout le sous-sol, puisse nous polluer les eaux, les terres, et non pas seulement nous, mais la sous-région et le monde entier. Et si aujourd'hui l'Amazonie qui brûle, donc le premier poumon de la planète est en train de brûler, et si nous allons encore détruire le deuxième poumon, qui est la forêt équatoriale de cette zone du bassin du Congo, alors vous voyez que le monde entier va aller en déclin. Voilà pourquoi nous demandons le monde entier de nous soutenir dans cette lutte que nous sommes en train de mener. Cette lutte va protéger non pas seulement l'environnement, cette lutte va empêcher le réchauffement climatique parce que les leaders mondiaux ont décidé de réduire le réchauffement climatique à 2 degrés ou 3 degrés. Mais si Sassou commence à exploiter le filtre naturel ici des tourbières, dont le rôle principal ici est de absorber le gaz carbonique, de le retirer le gaz carbonique dans l'air et d'éviter le réchauffement climatique, vous voyez que le monde, si Sassou arrive à ressortir, à exploiter les hydrocarbures, le réchauffement va s'accélérer à la vitesse grand V. Et si l'Amazonie se détruit avec des forêts qui sont en train de brûler, et l'Afrique centrale, le bassin du Congo se détruit, alors nous sommes là en éperdition. Souvenez-vous, l'Afrique centrale détient aussi des écosystèmes énormes écosystèmes, et donc éventuellement des sources de vie. Il n'y a pas seulement des écosystèmes, il y a aussi les espèces animales. Souvenez-vous que les forêts du bassin du Congo en représentent quasiment plus de 20 millions d'hectares de forêts inondées. Vous voyez que toutes ces forêts sont très importantes au développement de l'homme, sont très importantes au développement des écosystèmes. Et donc, nous demandons au monde entier de nous soutenir, que les Nations Unies, qui se sont engagées à la COP 22 à Marrakech pour protéger tous ces écosystèmes, de protéger tout cet environnement de ces zones séquestrées par les tourbières, de réellement agir. Il s'agit ici de ne pas faire la grosse politique, de ne pas faire la politique de parler, mais il s'agit ici de prendre des actes et des décisions pour arrêter un homme qui a échoué, qui a mal géré les ressources du pétrole en revenant des zones offshore et onshore, et qui aujourd'hui veut aller donc détruire ce que nous appelons ici des zones qui sont capables de pouvoir protéger l'humanité. On le redit encore, l'avenir de l'humanité se retrouve en Afrique, se retrouve dans la forêt équatoriale, se retrouve dans les pays du bassin du fleuve Congo. Donc nous demandons au monde à protéger cette zone, de nous soutenir dans ce combat. Donc on le demande au monde entier que nous puissions ensemble, par ce G7 qui va commencer samedi, de mettre terme à cette magouille gérée par Sassou, à cette magouille gérée par la famille de Sassou. Voilà un peu ce que nous tenons à dire, chers amis, pour ce soir. Et nous allons simplement vous dire de continuer de nous soutenir, de continuer de mener des grandes prières sur nous, parce que cette lutte est aussi spirituelle, est aussi spirituelle. Parce qu'il faut le dire que il y a les puissants, des mystiques qui travaillent dans cette lutte pour nous aider. Sassou, c'est un mystique, vous le savez, Sassou, c'est un mystique. Sassou arrive à dominer tous les chefs d'État français, des leaders du monde entier. Et comment Sassou arrive à les dominer? Par sa superstition, des fétiches. Parce que Sassou, c'est un grand mystique. Donc il faut se lever à l'étape du mystique pour combattre Sassou. Et nous avons compris ça, voilà pourquoi nous avons dit, nous nous sommes élevés à l'étape de l'esprit. Quand on se lève à l'étape de l'esprit, on devient aussi mystique. Oui, chers amis, on devient aussi mystique. Et donc voilà pourquoi Sassou cherche par tous les moyens pour nous atteindre, mais il ne sait pas que ce monde est rempli de grands mystiques et les mystiques du Congo nous protègent. Souvenez-vous, il y a eu un temple englouti au Congo que Sassou n'a jamais trouvé les clés. Malheureusement pour lui, même quand il met de l'argent, tout individu qui va commencer à prononcer les clés, on dit les clés, on ne dit pas une clé, on dit les clés du temple englouti, devient sourd, muet et meurt le 3e jour. Donc on le dit, c'est une façon de dire à Sassou que le Congo là, il y a encore des mystiques qui sont là. Au monde entier, il y a encore de mystiques, parce qu'il y a des mystiques qui sont là aussi pour protéger ceux qui sont dans le vrai, ceux qui sont en train de chercher la libération. Les mystiques du monde entier qui protègent ce que vous avez l'habitude d'appeler des génies, ils protègent des gens qui sont purs d'esprit,
Des gens qui n'ont jamais volé, qui n'ont jamais tué, ceux qui n'ont jamais la haine, mais ceux-là qui cherchent la vérité en réalité. N'oubliez pas, il y a aussi la puissance du Créateur le Tout-Puissant. Alors, peuple congolais, continuons de lutter. Mystiques du monde entier, accompagnons-nous dans cette lutte pour faire chuter le mystique Sassou. Parce qu'il faut dire à Sassou qu'il y a aussi des mystiques, petits qu'ils sont, mais ils sont aussi puissants. Passez une bonne nuit. Que le Créateur nous guide.